Bonjour, bienvenue à tous, notamment à ceux qui nous rejoignent ce matin. Ce matin, c'est une session dédiée aux indicateurs de nutrition et j'ai le plaisir d'accueillir pour la présider Jean-Luc Borde, directeur général de l'ACTA. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Et donc je voulais vous dire que voilà, ça y est, ma tablette est coincée, ça va aller mieux. Voilà, je voulais vous dire que j'étais ravi de participer à la 16e rencontre Comifère GEMAS. D'abord parce que c'est une institution qui depuis quelques années a montré qu'elle était capable d'apporter beaucoup de références et de choses intéressantes pour les agronomes dans la sphère agricole. Et elle a su se renouveler aussi au cours des ans. Et puis aussi, c'est un plaisir d'être en présence d'agronomes d'horizons différents, jeunes aussi, et qui représentent en fait les nouvelles pages de l'agronomie du XXIe siècle. Donc c'est vous qui allez l'écrire, et donc c'est toujours stimulant de pouvoir prendre la parole devant vous. Voilà, alors la séance en question est tournée vers les indicateurs, l'évolution des outils et de leur usage. Alors j'ai toujours eu un faible pour les indicateurs et les outils, parce que c'est une façon très pratique de matérialiser les connaissances et de pouvoir les transférer et permettre à ceux pour qui elles sont utiles de se les approprier. Mais un outil ne vaut pas grand-chose tant qu'il n'est pas utilisé par quelqu'un. Et donc, chaque fois qu'on réfléchit à la création d'un outil ou de référence, c'est toujours important de savoir qui va l'utiliser et pourquoi faire. Voilà. Alors, hier, j'ai appris quelque chose. Là, j'ai eu l'occasion de participer un peu au blind test et puis aux animations de la soirée. Donc, j'ai pas pu assister à l'excellente première partie. Et j'ai appris une phrase que j'ai trouvée intéressante. Alors, elle dit « C'est le boulanger qui fait le pain et c'est le fumier qui fait le grain ». Voilà. Alors, je vous rassure, on ne va pas parler ni de boulanger ni de fumier, quoique, ça pourrait, il n'y a pas de souci. Mais on va parler fertilité des sols. Et puis, si les orateurs ont l'occasion de placer les deux termes boulanger et fumier dans leur présentation, eh ben, ils auront la sympathie du jury. Je ne peux pas en promettre plus. Bon. Voilà. Alors, dans l'organisation, il y aura une pause pour aller visiter les posters, une fois de plus, qui sont magnifiques d'ailleurs. Et puis, il faudra voter. Et puis, on reprendra. Et puis, on terminera tous ensemble en fin de matinée. Donc, je reste avec vous. Merci pour votre attention. Je serai un peu le gardien du temps. Voilà, donc ne soyez pas étonnés si je vous rappelle qu'il reste quelques secondes pour terminer et pour conclure. Et puis la première présentation donc, de cette session, on va ouvrir les festivités sans plus attendre. C'est une présentation de Roger Sylvester Bradley qui va nous parler un petit peu de la surveillance et le contrôle de la teneur en éléments minéraux des productions comme indicateur de suivi de la fertilité. Voilà, Roger est à distance, mais c'est le président du Comifère, donc c'est Lionel Jordan-May, qui va assurer la traduction. Voilà, donc ça va être un binôme de choc entre Roger et Lionel, qui vont nous faire cette présentation. Merci à vous deux. Merci Jean-Paul. Good morning, Roger. Can you hear me? You have to switch on your microphone. Yes, good morning. Okay. To you, Lionel, and bonjour everybody. Donc, Roger m'a envoyé sa présentation que j'ai traduite, et pour que ce soit plus fluide, je vais vous la faire en français entièrement, sans faire des allers-retours anglais-français. Et donc, à l'issue de la présentation, vous poserez vos questions à Roger, que je traduirai. Et puis voilà, je ferai la traduction dans les deux sens, ou si je bute, quelqu'un m'aidera à traduire. C'est comme ça que ça va le faire. Et donc, dans cette traduction, je suis Roger,
je suis son équipe, et quand je dirais je et nous, c'est que simplement j'ai traduit intégralement ce qu'il m'a envoyé. Donc à partir de maintenant, I am Roger. Voilà. Donc je vais vous présenter ce sujet que j'ai découvert l'année dernière dans l'institut un peu anglais du Comifère, qui est l'IFS, l'International Fertilizer Society, et j'ai proposé à Roger justement de nous faire une proposition pour le Comifère, proposition donc qu'il nous a envoyée, qui s'intitule « Des mesures pour piloter la nutrition des cultures ». Et vous trouverez donc un résumé de cette présentation dans les actes de l'IFS, dont les coordonnées, dont les références sont données sur notre site. Alors, cette étude émane d'une structure anglaise un peu équivalente des chambres d'agriculture, mais vraiment privée, qui s'appelle l'ADAS. Donc, c'est la plus grande structure de conseil agricole et environnemental indépendante du Royaume-Uni, qui établit, un peu aussi comme le Comifère, des normes qui se posent en soutien aux politiques publiques et mènent des activités de recherche et développement. Il y a une équipe physiologie des cultures, créée en 2012, qui a créé un réseau de fermes baptisé YEN. Alors, je parlerai souvent du réseau YEN pour Yield Enhancement Network, YEN, et qui pourrait être traduit par Réseau pour l'amélioration des rendements. Et cette équipe continue de gérer, a créé ce réseau et continue de le gérer aujourd'hui, justement sous la direction de Roger Sylvester Bradley, au sein d'un groupe de travail baptisé Performance des cultures. Alors, dans tout processus de production, voué à avoir une certaine efficacité d'utilisation de ces ressources, il est essentiel de mesurer les intrants, les sorties pour comprendre la production et sa rentabilité. Si on ne les mesure pas, on ne sait pas si les processus se déroulent normalement. En général, lors de process de production, il y a des étapes plus limitantes que d'autres, et si on veut les identifier ou au moins les estimer, car elles sont difficilement mesurables, il faut mesurer souvent quelques variables intermédiaires, par exemple considérer l'évolution des réserves, des stocks, c'est-à-dire comment est-ce que les réserves d'intrants bougent dans l'entreprise afin d'évaluer l'efficacité de la conversion de ces intrants et d'évaluer aussi les éventuelles pertes en cours de process. Donc dans le processus qui nous occupe à présent, la nutrition des plantes, on identifie des entrées de nutriments, du stockage dans les sols, des sorties sous forme de récolte et de pertes vers l'air et les eaux. Je veux insister sur le fait que si l'on veut gérer au mieux la nutrition, il faut multiplier les mesures. Donc on sait, dans le cas de notre système agricole, ce que l'on achète et ce que l'on épand à l'échelle des parcelles. On sait aussi faire des mesures sur les stocks, c'est-à-dire les minéraux disponibles dans le sol, mais ces mesures ne sont pas très précises. Là, je ne parle pas des laboratoires, je parle de ce que ça représente à l'hectare, et ne portent qu'en général sur 3 ou 4 des 12 éléments essentiels. Il peut arriver aussi que l'on mesure les plantes à un stade jeune, mais ça ne nous dit pas à quel point on a réussi la nutrition de la culture à l'échelle de tous ces stades de développement. Donc on ne sait pas trop évaluer, à l'échelle de chaque parcelle, l'efficacité de la nutrition des cultures. Et c'est assez pénalisant car la nutrition des cultures est un maillon essentiel de leur gestion. Donc ce qu'il convient de faire, et c'est l'objet principal de cette présentation, c'est de mesurer tout ce que l'on produit, au moins ce qui est exporté, de manière à pouvoir estimer l'efficience de nutrition, puis à l'améliorer, ce qui revient donc à diminuer les pertes vers l'eau et l'air, mais aussi à améliorer la marge et le revenu de l'agriculteur. Les données présentées ici proviennent du réseau Yield Enhancement Network, le YEN. Ces données ont été obtenues dès 2013, d'abord sur les céréales et depuis sur les oléoprotéagineux. Plus de 5000 données ont ainsi été collectées à ce jour, dont la moitié en blé d'hiver. Chaque donnée correspond à un prélèvement par un agriculteur à l'échelle de sa parcelle sur ses récoltes selon un protocole d'échantillonnage bien défini. Donc le premier objectif de la démarche entreprise à travers le réseau YEN est de faire des bilans les plus précis possibles, entrée-sortie de minéraux. Le second objectif sera de diagnostiquer les carences et les excès
et il sera abordé juste après. Donc d'abord, le premier objectif. En général, on est plutôt bon sur la connaissance de ce qui a été apporté aux parcelles. Concernant ce qui sort, on mesure en général des rendements que l'on multiplie par des concentrations moyennes en minéraux, des concentrations standards, normées, donc des parties exportées. Au niveau du réseau IN, les mesures précises de rendement sont faites et des mesures systématiques sur les concentrations de chaque lot de chaque parcelle pour juger de la pertinence des valeurs standards publiées en Angleterre. Ce que l'on a montré avec les mesures au champ, c'est qu'à l'échelle du réseau, il y a des variations de 1 à 2 sur les concentrations en éléments majeurs et de 1 à 3 sur les éléments traces. Ainsi, pour l'azote, les concentrations dans les grains varient de 1,5 à 3%, pour le P de 0,2 à 0,4%, pour le K de 0,3 à 0,6. Alors qu'on considère souvent une valeur unique, ou 2 pour l'azote selon qu'il soit pour le blé, l'azote du blé selon qu'on soit dans la filière panifiable ou non panifiable, ce que l'on remarque, c'est que les variations réelles sont bien plus larges que ce que l'on imagine. Et ceci témoigne donc de la nécessité de faire des mesures à l'échelle de chaque parcelle. Ainsi, la première conclusion de ces travaux sur le réseau de mesure est que la réalisation d'un bilan minéral nécessite qu'un échantillon soit effectivement réalisé à la récolte pour en mesurer le contenu en minéraux à l'échelle de chaque parcelle. Abordons maintenant l'objectif numéro 2, celui de réaliser un diagnostic de teneur et de nutrition. Les concentrations mesurées sont indicatives des conditions de nutrition. Elles aident à savoir si la culture a subi des carences ou si la nutrition était excessive. Seule la mesure sur les graines à la récolte est susceptible de renseigner sur l'historique de la nutrition intégrée à l'échelle de tous les stades de développement. Les bases physiologiques qui justifient ce diagnostic de graines sont exposées sur cette figure. La figure montre que quelles que soient les cultures que vous avez dans le petit carré en bas à droite, blé, orge, avoine, oléoprotéagineux, pour les 3 derniers, ça montre que quelles que soient les cultures, le profil d'allocation des minéraux vers le grain, en gros, est-ce que les grains sont plutôt feuilles, tiges ou grains, ces profils d'allocation sont relativement stables. Et donc, vous avez sur chaque ligne les éléments et les points représentent les différentes cultures. Donc, en fait, ce qui change beaucoup dans l'allocation, c'est le minéral, ce n'est pas la culture. L'analyse des grains est ainsi considérée comme un bon indicateur de nutrition à l'échelle de la plante entière pour les éléments du haut, phosphore, azote, zinc, soufre, et sera moins représentative moins robuste des conditions de nutrition pour les éléments du bas, bore, calcium, potassium, et puis des éléments intermédiaires entre les deux. Alors, on va maintenant parler de l'exemple du phosphore, qui illustre bien l'intérêt d'analyser les grains pour diagnostiquer l'état de nutrition. Sur cette figure, au fur et à mesure que l'on augmente l'offre du sol, sur l'axe des X, le rendement augmente. Le rendement, c'est la courbe rouge, jusqu'à un plateau, et le plateau correspond à une teneur en phosphore soluble dans le sol de 16 mg par litre. C'est un autre indicateur de teneur en phosphore biodisponible. La concentration en phosphore dans les grains continue, elle, d'augmenter bien au-delà des 16 mg par litre. Ce qu'il faut souligner, c'est que les causes de variation des rendements sont toujours très multiples, au point que pour un rendement donné, on a souvent du mal à identifier quel est le facteur le plus limitant, et on a du mal à dire, même sur des essais P, si c'est vraiment le phosphore qui est le seul facteur limitant. En revanche, les causes de variation des teneurs en phosphore dans les grains sont bien moins nombreuses. La principale cause, c'est généralement l'offre du sol en phosphore et l'efficacité du système racinaire à prélever ce phosphore. On peut donc conclure, à partir de la teneur en P dans les grains, si la culture a été assez nourrie ou pas en phosphore. Dans cet exemple, la valeur critique de phosphore dans les grains se situerait donc à 0,32%.
Alors, il existe de très nombreuses mesures issues du réseau Yen qui ont permis d'établir la valeur d'un seuil de concentration unique et critique, d'un seuil critique. Cette figure évalue donc la teneur critique en P dans les grains, axe des X, en dessous desquels un apport en P supplémentaire a eu un effet positif sur les rendements, ou pas. Donc, et là, on retombe sur le 0,32% de la présentation un peu théorique que je viens de montrer. Donc, c'est avec ce genre d'essais et de données qu'ont été établis les seuils pour les éléments. Donc, justement, les éléments qui ont des seuils, à partir des références propres et de références externes, il y a 8 cultures aujourd'hui, 8 minéraux pour lesquels on connaît les seuils critiques sur les 12. Donc vous avez ici la proposition des 8 seuils critiques et j'ai mis en haut à droite un des ouvrages de référence sur lequel s'est aussi appuyé l'équipe de Roger pour consolider les valeurs d'éléments critiques dans les plantes. Donc il y a des valeurs du réseau Yen et des valeurs de la bibliographie. Si l'on considère, sur la figure de gauche, la fréquence de carence concernant ces 8 minéraux à l'échelle du réseau Yen, on conclut que chaque minéral était au moins déficient sur 20% des parcelles, à l'exception du zinc. La déficience en phosphore concernait même 65% des parcelles du réseau Yen. Les résultats ont aussi montré, alors là ce n'est pas sur la figure, que 20% des parcelles présentaient des taux excessifs d'azote. Les déficiences sont donc extrêmement courantes. Et si l'on considère, à droite sur le camembert, l'ensemble des cultures, on ne trouve que 14% des parcelles sans carence, et plus de la moitié des parcelles avec 2 carences et plus. Le coût de ces fertilisations inadéquates atteint 4 000 € par parcelle, rien qu'en considérant N et P, ce qui correspond à un coût à l'hectare de 300 €, en comptant ou les préjudices sur les rendements, qui auraient pu être meilleurs, ou le coût de la fertilisation excessive. Ce coût exorbitant est à rapprocher du coût analytique de moins de 100 €, c'était 60 dans la présentation, alors j'ai mis moins de 100 pour ne pas prendre trop de risques, donc moins de 100 € par parcelle, donc une analyse, pour la détermination minérale complète des nutriments des graines. C'est donc une démarche extrêmement rentable que de faire cette mesure. Notre institut encourage donc les agriculteurs à tester les recommandations d'ADAS à travers des expériences d'impasse ou de surfertilisation dont les protocoles sont décrits dans les brochures. En d'autres termes, c'est bien ce que disent les conseillers, mais c'est bien aussi de le tester chez soi. Donc les agriculteurs ont la possibilité de faire des omissions de nutriments, enfin, on appelle ça des impasses, oui, ou des surfertilisations pour vraiment vérifier les conseils issus de ce réseau et de les comparer à leurs propres expériences. Pour conclure, les quantités de minéraux prélevés varient énormément d'une parcelle à l'autre. Ces variations s'expriment en kilos par hectare, grandeur utilisée pour réaliser des bilans et piloter les apports. Et ces grandeurs s'expriment aussi en concentration dans les grains, grandeur utilisée pour les diagnostics de nutrition. Deuxième conclusion, il y a beaucoup de causes à l'origine des variations. On peut citer les types de cultures, les variétés, le climat, l'offre du sol, les types de matières fertilisantes épandues, etc. Mais la plus grosse cause d'hétérogénéité repérée au sein du réseau est l'effet exploitation agricole, celui des pratiques de fertilisation à l'échelle de chaque ferme. Troisième conclusion, 85% des fermes présentent des déficiences ou des excès. 85%, ce qui justifie vraiment de prendre le problème à bras-le-corps. Et quatrième conclusion ou remarque, la manière classique de gérer la fertilisation peut paraître
assez peu sensé, no-brainer. J'ai traduit par peu sensé. Alors, nous sommes tellement convaincus de l'utilité de notre approche que nous travaillons désormais à l'échelle d'un projet européen qui implique, entre autres, pour la France, Arvalis. Ce projet s'intitule NutriCheckNet. Il a démarré en 2023 et se poursuivra sur au moins 3 ans. Il ambitionne donc de gérer la nutrition au plus près des besoins des cultures à l'échelle européenne. Et Roger vous encourage à prendre contact avec les personnes de ce réseau au nom de l'Institut que vous représentez. Je vous remercie. Merci Lionel et merci Roger. On va passer à la séance des questions. Est-ce que Roger veut ajouter quelque chose sur la présentation qui a été faite? Would you like to say something more, Roger? First of all, thank you, Lionel, for making the presentation. And I apologize that I cannot speak French well. I love France, but I cannot speak French. So thank you. But yes, I'm just hoping that we have some questions. Ok, parfait. Merci Roger. Donc on va passer à la séance des questions. Merci beaucoup pour le temps de parole qui a été complètement maîtrisé. Ah ben, c'est grâce à sa présentation. Voilà, absolument, très bien. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Alors, il y en a une ici. Comment on fait là? Il y a un micro qui circule, voilà, ici. Vous voulez bien vous présenter avant de poser votre question? Oui, Émilien Boyon, Société Insect. J'avais une question concernant les analyses. Vous avez mentionné un coût inférieur à 100 €. Est-ce qu'il y a une piste de développer une technologie de spectroscopie infrarouge pour augmenter la rapidité de l'analyse et réduire les coûts? So the guy asking the question is from the enterprise Insect. I think they do insects. Yes, they do. And he's asking the question if it's possible to make analysis with infrared analyzer, with radiations rather than standard chemicals extractions. No, I'm afraid we still have to use a laboratory. We had a visit from the company Foss in Denmark last month, and they are developing a new technique, but which we hope will, we don't know for certain, but still it will need to take samples and send those samples to the laboratory. Donc jusqu'à présent, ils préfèrent vraiment envoyer les analyses dans un laboratoire classique, même s'il y a des tentatives qui existent déjà, mais bon, voilà, donc pour l'instant, ça ne se fait pas. Très bien, merci. Alors, une autre question. Ah, il va se présenter, voilà, oui. C'est Mathieu. Bonjour, Mathieu Vallée, Laboratoire Auréa. Je la pose directement en anglais ou il nous entend ou Ouais, mais il faut que tout le monde comprenne dans la salle aussi, okay, Mathieu. Bon. Lève bien la main, Mathieu, pour que la caméra puisse... comme ça, Roger pourra mieux te voir. Ok. Ma question est concernée, du coup, on a bien compris là, qu'il y avait une démarche un peu innovante en analysant les grains, ce qu'on ne fait pas vraiment en France pour gérer la nutrition, mais du coup, comment on s'en sert concrètement pour piloter, puisque si on analyse les grains, la récolte est déjà faite, donc c'est pour gérer la fertilité de l'année suivante. Je n'ai pas bien compris comment c'était utilisé. Okay. The guy works in a soil and plant laboratory, and he's asking you, how are you using the result that you obtain on the year N? It's too late to make corrections on the actual crop, so then you will make corrections on the year after? Yes, this is the fundamental change in thinking. We need to change the way we think, because if we are always trying to predict but never measuring the result, we're not managing. So we need to measure the result and then learn from the result. That's a completely new way of thinking about nutrition.
Donc il faut apprendre de son résultat, ce qui est un changement de paradigme. But then you agree that you are 1 year too late. But do we learn nothing from last year? How do we use the lessons from last year? We should be learning lots of lessons from last year for this year and for the year coming. If we never know whether we got our nitrogen too small, too little, or too much nitrogen, we never learn. Bon, voilà, donc oui, on apprend de nos erreurs et on corrige l'année d'après. Alors, une autre question ici, et une autre après, au bout du rang. Et puis, d'accord. There are so many questions, Roger. Donc, Laurent Biguignan de Rise. Merci beaucoup pour la présentation. Et je me demandais sur l'indicateur qui est utilisé, qui prend en compte donc les contenus, le pourcentage de nutriments dans les grains NPK. Est-ce qu'il ne faudrait pas regarder aussi l'efficience de ces produits en prenant en compte les doses qui ont été appliquées en fait, et donc un indicateur qui prenne aussi en compte quelles sont les quantités de NPK qui ont été utilisées pendant la fertilisation? Il les mesure, les doses rentrantes, hein, à chaque fois. Non, bien sûr, mais sur l'indicateur qui est utilisé, là, c'est les pourcentages d'NPK. Mais du coup, est-ce qu'un indicateur qui serait plus utile pour l'explication, est-ce que ça ne devrait pas aussi prendre en compte les doses qui ont été appliquées? Ok. Et vous êtes de quelle entreprise? Rise. Rise. Ok. The guy from Rise Enterprise, c'est une entreprise de? On fait des bilans carbone pour les agriculteurs. Ok, they are managing a carbon mass balance for farmers. He's asking if it would be possible to calculate an indicator based on the efficiency of the minerals used. Directly, if you could perform this indicator, which would be the efficiency of nitrogen, potassium, and phosphorus, rather than just a threshold. Yes. If we can measure the production and we measure the concentration, we multiply them and we have the quantity in kilograms per hectare of each of or grams per hectare of each of the nutrients. So we can then relate that to the amount that we applied, or we can relate it to the amount that we measured as being available in the soil. And the efficiency is not well defined. We have to define what we mean by efficiency. Oui, donc en théorie, on peut, en multipliant la concentration par le rendement, avoir une quantité, la comparer aux intrants. Si on compare au stock d'éléments biodisponibles dans le sol, là, du coup, ça nécessite de vraiment définir ce qu'on entend par efficience. Alors, pour la caméra, complètement sur la droite. Ouais. Bonjour, Julien David, service agronomie de la coopérative EMC2. Bon, je suis désolé, je crois que j'ai deux questions en fait. La première, c'est donc peut-être trois même. Depuis quand est-ce qu'ils sont partis dans cette démarche? 2013. 2013, ok. Et quel changement de pratique ça a engendré chez les producteurs? Donc on va dire que ça c'est une question. Et la deuxième, qu'en est-il de la paille? Parce qu'il y a des années où on fait autant de paille que de grains, quasiment, pour les céréales. Donc est-ce que ça, il y a un intérêt à regarder? J'imagine que oui, mais est-ce que c'est fait? The question is, since you have started this network, did the practices in farms change for the farmers? Do they fertilize by a different way now? Yes, they are saying that we only started measuring nutrients other than nitrogen in 2016. So we've had 6 years measuring phosphorus and all the other nutrients as well as nitrogen. We always measure nitrogen. The farmers are learning slowly. So, and the farmers in the network always say, we are learning.
but I cannot show you improvements in efficiency or improvements in yield because the variation from season to season is very large. The guy who asked the question is from a cooperative of farmers. Donc en fait, on ne fait les mesures haute qu'azote que depuis 2016 et les agriculteurs apprennent, mais assez lentement malgré tout. Si je résume. Alors une autre question au bout de la rangée, voilà, caméra à droite, vous vous présentez. Bonjour, mon nom c'est Lotfi Chiari, je suis professeur à l'Université Laval dans le domaine des fertilisants. Et en tout cas, j'ai beaucoup apprécié l'approche, c'est parce que ça nous prend un système de contrôle et de surveillance à long terme. Et c'est comme une approche intermédiaire entre le bilan et le diagnostic des sols et du produit de récolte. La seule chose que je me demande dans cette approche, pourquoi on continue toujours à considérer le diagnostic individuel élément par élément? Pourquoi ne pas considérer, surtout qu'il y a beaucoup d'interactions qui se font entre les éléments, pourquoi ne pas considérer une approche comme l'approche compositionnelle, le CND? Je ne sais pas si vous entendez parler du CND, Composition Nutrient Diagnosis, où on considère tous les éléments ensemble dans le même simplex et à la place d'avoir un diagnostic individuel élément par élément, on regarde la totalité des éléments ensemble dans cette approche. Vous pourriez poser la question en anglais? Yes, I'll try. And present yourself also. Yeah. Okay. My name is Lotfi Chiari from Laval University in Quebec City in Canada. And Okay. I really appreciate your approach because it's the first time that I see that your approach can allow us to follow the fertility in the time. And but I ask you why you continue to consider only one element or only one nutrient in your diagnosis approach. Why you don't consider the CND, the composition in nutrient diagnosis, which consider all the nutrients together in the same diagnosis? Well, yes, we would like to do that, but we've looked at the ratios between the different nutrients, and we're not learning from that as much as we're learning from the ratio of each individual nutrient in the dry matter. Donc la réponse Okay. de Roger, c'est de dire que bien sûr les rapports N sur P sont importants, mais selon lui, on n'apprend pas mieux qu'avec des valeurs individuelles. And sorry, Roger, there was another question. It was about the straws. David asked you if you were considering also the concentrations of nutrients in straws just to manage better. Yes, we are measuring that occasionally just to make sure we are not seeing a huge change in the harvest index for each nutrient. At the moment, we find that the harvest index, so the ratio in the grain to the total in the whole crop, is very consistent. So we are not measuring the straw, but obviously the most important nutrient in straw is potassium. And we think we may need to measure potassium if the straw is being harvested and taken off the field. Donc par rapport aux mesures dans les pailles, de temps en temps ils en font pour être sûr que le rapport quantité grain, quantité plante entière ne varie pas. Et c'est le cas, c'est très stable. Néanmoins, avec le potassium, qui est l'élément le plus concentré dans les pailles, il convient vraiment de le mesurer si on exporte les pailles. Ah, Une autre dernière question. Vas-y, Grégory Vérissel, Arvalis. Moi, j'étais un peu surpris de ne pas avoir entendu parler de dilution. Donc, Roger nous a présenté des seuils en fait, de teneur élément par élément. Mais quid de la dilution, par exemple, par le rendement? On sait en général, on le connaît bien pour l'azote, mais c'est vrai pour d'autres éléments.
plus le rendement est élevé, plus les teneurs ont tendance à diminuer. Donc est-ce qu'il y a un seuil par élément ou en fait une continuité de seuil en fonction du rendement? Grégory Vericel d'Arvalis. Yeah, I told you, Roger, that it would come with the dilution concerns. So the question from Gregory, working in Arvalis, is how can't you take into account the yield, because we know that it's diluting the critical concentration. If you know that the yield changes the critical concentration, you know more than we know. But if the critical concentration, at the moment, we find the critical concentration of phosphorus is not changing with yield. Donc si tu penses que ça joue sur le rendement, c'est que tu en sais plus que nous. Et pour Roger, ça n'influence pas. Et donc j'ai un peu échangé avec lui avant. Si ça dilue, c'est qu'il y a un petit problème c'est que le phosphore est un peu limitant. Ça, c'est des écrits que j'ai eus avec Roger. I said, Roger, that if it's being diluted, then I think you wrote me that it means that phosphorus would be a bit limiting in this case. Yes. If the yield is high and the phosphorus is low, I think the yield could be even higher if the phosphorus capture had been better. So, and if we think about the grain, most of the nutrients other than nitrogen and sulfur are in the embryo, and yields vary mainly because the number of seeds changes, not the size of seeds changes. Size of seed is a small part of yield variation. Do you understand, Lionel? Yeah. Donc, si j'ai bien compris, dans les composantes du rendement, il y a le nombre de grains et puis il y a le poids de chaque grain. Et donc, ce qui est plutôt sensible au rendement, c'est plutôt le nombre que le poids. Et donc, la concentration ne devrait pas tellement changer de ce point de vue-là. Maybe that we can have some more discussion afterwards about this point, because I think it's the critical point in the discussion. Yeah. Je crois qu'on va arrêter là. C'est passionnant. Thank you very much, Roger. It was very interesting. You stay with us this morning or not? Yes, right? Yes, I will. Okay. If you need me anymore, I will not understand. Bye bye. Merci Lionel pour l'exercice. Et donc nous allons continuer avec une question qui en lien aussi avec la teneur des éléments minéraux, mais cette fois-ci dans les sols. Donc évolution des